Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle émission Kaboom. Ah, salut petit poilu, ça tombe bien, on va parler de toi et de tes petits copains. On va aller à la découverte de la bande dessinée muette pour les tout petits à partir de 3 ans. Allez, c'est parti. L'équipe de Kaboom s'est plongée dans le monde de la BD jeunesse pour les tout petits. De la BD sans texte à partir de 3 ans, qui offre une autonomie de lecture unique aux enfants qui ne savent pas encore lire les mots et qui leur permet d'ouvrir en très grand leur imagination souvent débordante. Que vous soyez convaincus ou pas encore par la richesse de la BD muette, découvrez avec nous cet univers surprenant. On vous promet que vous ne verrez plus tout à fait les choses de la même manière. La bande dessinée est un médium assez incroyable et ses définitions sont souvent aussi assez incroyables. Et parmi ces définitions, il n'y en a aucune qui inclut le fait qu'il y ait besoin de texte ou pas. Il y a des bandes dessinées formidables historiquement qui ont été faites sans bulle. Il y a des bandes dessinées contemporaines, y compris pour adultes, qui fonctionnent très très bien. Et pour l'enfant, c'est un moyen incroyable de pouvoir être autonome par rapport à un livre. Quel autre livre peut être lu par un enfant de 3 ans sans avoir l'intervention des parents? Ce que j'explique souvent aux enfants, c'est qu'on leur dit, voilà, vous ne savez pas encore lire, vous apprendrez à lire quand vous serez en primaire, quand vous aurez 7 ans ou 6 ans, je ne sais pas. En fait, c'est pas vrai. Ils savent déjà lire, mais ils ne savent pas lire les mots, ils savent lire des images. Et donc, en fait, c'est ça qui se passe, c'est qu'on reste complètement bloqué sur les mots, alors qu'en fait, les enfants, dès qu'ils naissent, ils apprennent à lire les images. Et ils apprennent à décrypter un visage, à décrypter les expressions qu'il y a sur un visage. Et donc, pour ça, la bande dessinée muette a peut-être cette force-là, justement, de pouvoir leur parler d'égal à égal. Mais quand, je sais pas, quand on a 5-6 ans ou 4-5 ans, qu'on est en apprentissage de lecture, le livre, ça fait peur un petit peu. Enfin, il y a un côté inabordable, en fait. Et là, tout d'un coup, l'enfant s'approprie le livre et s'aperçoit qu'il n'a pas besoin ni de papa ni de maman. Et tout d'un coup, une espèce de fierté. Le livre pour enfants, c'est vraiment une lecture accompagnée. Les parents doivent lire l'histoire à l'enfant. Alors qu'ici, pour Puceron, c'est génial. Ils sont tout petits, ils rêvent de pouvoir lire. Et ils ont le bouquin en main et ils peuvent comprendre l'histoire tout seuls, alors qu'en fait, ils ne savent pas encore lire des mots. Même s'il n'y a pas de texte, il y a l'agencement des cases qui fait en sorte qu'il y ait une vraie grammaire. C'est difficile pour un enfant de découvrir et d'intégrer ce que c'est que la narration séquentielle. C'est-à-dire assez spontanément, il va prendre des BD parce qu'il y a de l'image, etc. Mais pour arriver à comprendre ce que c'est que l'ellipse, qui est vraiment la base de la BD, ce qui se passe entre 2 cases, quoi. Donc le processus dans le cerveau qui permet de reconstruire un mouvement, ça demande du travail. Avec une ellipse vraiment très simplifiée, des dessins qui sont très empathiques, dans lesquels l'enfant va pouvoir se projeter, et des histoires, elles aussi, qui n'ont pas forcément une ampleur démesurée, mais qui vont le rapprocher de choses qu'il connaît. Et là, on va rejoindre l'enfant dans sa zone de confort. Ça responsabilise l'enfant, ça l'autonomise, et ça le prépare, dès qu'il sait lire, à être autonome en lecture séquentielle. Plusieurs maisons d'édition se sont spécialisées dans la BD jeunesse avant l'âge de 8 ans. C'est notamment le cas des éditions de la Gouttière, du label BD Kids chez Bayard Milan ou de la collection Ma Première BD chez Bambou. Du côté des grands éditeurs BD généralistes, c'est Dupuis qui avait fait office de précurseur en lançant ses collections Punaises et Pucerons il y a maintenant plus de 10 ans. Le but, c'était vraiment de réinvestir la BD jeunesse parce qu'on se rendait compte à l'époque qu'il n'y a plus aucun éditeur qui faisait de la vraie jeunesse, en fait. Même nos BD à nous, qui sont des BD, comme on dit, tout public, démarraient à partir de 9 ans. Et donc, du coup, on s'est dit, mais pourquoi laisser ce créneau-là libre, alors qu'en fait, nous, c'est aussi une manière d'aller pêcher nos lecteurs aux plus jeunes, en fait. On a eu un gros succès presse, critique, les bibliothécaires, enfin, tout le monde s'y intéressait beaucoup. Et ces premiers titres ont quand même très bien marché. En fait, on a rencontré plusieurs problèmes du côté des libraires, par exemple. On a dû choisir entre le mettre en jeunesse ou le mettre en BD. On ne pouvait pas faire les deux. Et ce qu'il y a, c'est que je pense qu'avec Punaises Pucerons, honnêtement, on arrivait un peu trop tôt. Petit Poilu, maintenant, est accepté dans toutes les librairies jeunesse, est même prescrit par le libraire. Donc voilà, on a réussi quand même à mettre le pied dedans en montrant que, oui, on est Dupuis, mais c'est pas pour ça qu'on peut pas faire de la qualité, du pédagogique et faire ce qu'il faut pour les enfants, justement. Enfin, on a toujours fait de la BD jeunesse, en fait. Même si c'était pas de la BD sans texte. Non, le principe de cette collection de bandes dessinées pour enfants, que ce soit Puceron chez Dupuis ou chez nous, c'est un principe qui est très très compliqué. Ça vient surtout du fait que les libraires ne savent pas où placer nos livres et ils ne savent pas s'il faut les mettre en jeunesse, ils ne savent pas s'il faut les mettre en bande dessinée.
Et généralement, quand un libraire ne sait pas, il ne le met pas. Les libraires spécialisés en bande dessinée, par exemple, ne sont pas spécialisés en bande dessinée pour les tout petits, il y en a relativement peu. Donc ils savent assez mal où nous placer, donc il faut qu'on s'impose. Et pour ça, on a tout ce travail de médiation qu'on réalise autour de nos livres, des expositions interactives, des théâtres d'ombre, des tapis narratifs, des kamishibai, des contes, des lectures projetées, bref, en faisant tout ça, en environnant les livres, en les accompagnant dans le monde scolaire, dans le monde des bibliothèques, on arrive à leur donner une vie. Et on s'est rendu compte qu'une histoire de 30 pages sans texte, les parents avaient du mal à l'expliquer aux enfants. Donc on s'est dit, on va créer la BD, on va créer le texte, et puis il nous restait un peu de place. On s'est dit, on va donner des petits cours de dessin. Parce que moi, gamin, j'adorais dessiner. Et puis j'aimais bien l'idée qu'à 3 ans ou 4 ans, ils découvrent la bande dessinée, ils s'inventent des histoires. Et puis à 7-8 ans, quand ils commencent à lire, il puisse être ses premiers textes qu'il lira, c'est les textes donc de son histoire qui s'était inventé. Et donc l'idée, c'était de faire un livre qu'il pouvait garder pendant 4-5 ans. Les livres des éditions de La Gouttière sont presque systématiquement accompagnés de fiches pédagogiques et on a la chance incroyable d'avoir le festival, les rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens sur lesquels on peut s'appuyer avec des journées des scolaires. Et donc des enseignants qui se sont formés petit à petit au médium bande dessinée. Et de cette formation, ils ont commencé à monter des séquences pédagogiques et nous offrent leurs séquences pédagogiques qu'ensuite on met en ligne et ça marche d'enfer en classe. Qu'ils soient en couple, en duo ou en solo, les auteurs de BD muettes que nous avons rencontrés ont tous le même amour du livre et de la transmission. Qui sont leurs héros de papier et quelles sont les difficultés de création d'une histoire sans texte? Rencontre avec 8 auteurs passionnés. Petit Poilu, c'est un drôle de petit animal, un drôle de petit bonhomme, poilu, hirsute, plein de vie, curieux, qui va toujours de l'avant, donc il a envie de découvrir, comme je pense finalement beaucoup d'enfants. Il part de chez lui, il revient chez lui, et entre les deux, il vit une aventure, et on ne sait pas très bien s'il l'imagine ou si elle est réelle. Il y a toujours ce retour, donc finalement l'enfant sait bien avant de démarrer l'histoire que quoi qu'il arrive à Petit Poilu, même si c'est dur, même si ça a l'air parfois difficile, Petit Poilu va de toute façon retourner chez lui. C'est ça qui fait qu'on peut aller très loin, on peut les secouer très fort parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de problème. Disons qu'au début, on choisissait plutôt un univers spécifique et avec une histoire qui s'est déroulée. Et c'est vrai qu'au bout de 2-3 albums, il y a des thèmes qui sont apparus. Et finalement, c'est vrai qu'au fil des livres, chaque album se définit plus par un thème, une petite thématique. Et ça permet aussi, je pense, aux parents surtout, de savoir ce qu'ils vont mettre dans les mains de leurs enfants. Le bouquin est utilisé dans des secteurs qu'on n'avait pas soupçonnés au départ, comme par exemple les psychopédagogues. On a vraiment des chouettes retours parce qu'ils travaillent avec la BD pour faire parler l'enfant, les orthophonistes aussi, les instits. On n'arrête pas d'être sollicité par des écoles qui nous demandent de venir dans les classes parce qu'elles utilisent le bouquin comme outil, dans les bibliothèques, enfin, dans tous les métiers qui travaillent avec l'enfance et qui ont parfois besoin de support pour aborder des discussions. Et c'est assez paradoxal qu'une bande dessinée muette fasse parler. Comme on n'a pas les mots, on est obligé en fait de faire en sorte que nos personnages ressentent tout très fort, puisqu'il faut bien faire passer justement ce qu'ils ressentent. Donc ça fait vraiment des histoires où les émotions sont riches, quoi, intenses. Alors Musicien de Brême, c'est une bande dessinée muette à partir de 3 ans. Donc pour la découverte de la lecture et surtout de la bande dessinée et de la narration en case. Alors j'ai eu l'envie de participer à la collection Plus de Bambou parce que ça m'intéressait d'aller vers une narration déjà muette et de voir comment je pouvais m'en sortir avec tous les codes de la BD que ça entraînait et comment je pouvais passer d'une case à l'autre sans utiliser une seule bulle. Alors Polo, c'est un personnage qui est né en 1999 dans le magazine Belles Histoires, qui est un magazine pour les tout-petits. Je pense que c'est un des premiers albums que les enfants pouvaient lire tout seuls. Ça, j'y tenais beaucoup. Polo, c'est un des rares personnages jeunesse qui change d'amoureuse. C'est la vie. Il part à sa recherche, il ne la trouve pas, et puis il trouve quelqu'un d'autre. Et je voulais dire par là qu'en fait, faut pas s'obstiner. Et donc Polo, c'est pas mal axé autour de ça. Il lui arrive un truc et il contourne ou alors il trouve une solution alternative pour résoudre le problème. C'est un petit peu
écrit comme un cadavre exquis, c'est une sorte de... c'est au fil de l'eau. Il n'y a pas vraiment de scénario préétabli. Voilà, j'ai vraiment dessiné une première case qui est liée à ce que je vivais à l'époque. Je travaillais en équipe dans le journal Astrapi. Et je crois que j'avais qu'une envie, c'était d'être seul au milieu d'une île. Et du coup, j'ai fait cette première case et je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer après? Donc, page 2, il ne peut que sortir de chez lui. Et puis, il y a un fil. Et c'est le début d'une aventure. Les cases se suivent d'une façon très serrée, quoi. Il n'y a pas d'ellipse. Il n'y a pas de... Déjà, comme il n'y a pas de texte, je ne peux pas dire le lendemain. Du coup, je suis obligé de montrer le soleil qui se couche et qui se lève pour dire le lendemain. Enfin, et même ça, j'évite, quoi. Je reste vraiment centré sur le personnage. Faut jamais qu'on soit perdu, surtout à cet âge-là, parce qu'un enfant qui est paumé dans une histoire, il ferme le livre et il se dit c'est pas pour moi. On a moins droit à l'erreur que dans d'autres sortes de récits graphiques, parce qu'ici, si une image, juste une seule image, n'est pas compréhensible, on arrête la lecture. Parce qu'en fait, la bande dessinée muette, c'est avant tout du rythme, en fait. C'est vraiment du rythme. Il y a une espèce de beat comme ça, pour que le lecteur, on le prenne avec nous dans notre rythme. Peut-être essayer de faire en sorte que le tunnel ait une forme encore plus dingue. Ici, c'est à partir de là. Et puis le faire redescendre pour qu'il ait une forme plus vers le bas. Ouais. On recommence ici déjà. Voilà, c'est ça. Ici, on pourrait le mettre là. Là où il est parfait. Voilà. C'est Céline qui a le rythme en tête. Donc c'est elle qui gère ça. Elle dit parfois, non, là, il manque une image. Et moi, je ne le perçois pas. En bande dessinée, souvent, il n'y a pas de montage. Et on réalise les pages et il y a très peu de déchets, entre guillemets. Ici, avec Petit Poilu, c'est tellement rapide de le dessiner qu'on peut se permettre d'avoir des pages qui sont presque terminées, mais qu'on n'utilisera pas. On peut travailler sur 10 pages, et puis finalement se rendre compte qu'on va en faire 2 avec celle-là. Ce qui fait que notre métier est passionnant, c'est parce qu'on a cette espèce de phase de montage et où on cherche, de mécanique, ouais. où il y a du ping-pong, on collabore, et là c'est vraiment super gai en fait. Non, ce n'est plus Madame. Je l'ai imprimé, je l'ai mise en plus petit ici. Oui, mais là elle est un peu trop petite du coup. Je dois vraiment faire un travail de montage et à ce moment-là, je le fais avec une paire de ciseaux, un tube de colle et je coupe dans ces pages et j'en ai plein, photocopier les mêmes parce que je dois retrouver des petits bouts, j'enlève des parties, je remets d'autres. C'est très gai en fait, c'est une partie du travail que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment, c'est un peu comme un jeu. Qu'est-ce qu'on va faire pour en arriver à un résultat où la transmission est presque parfaite? Parce que c'est un vrai défi parce que tout doit passer par le dessin. Donc, mais ça, je trouve que c'est un exercice super agréable à faire et intéressant. Pour moi, ça reste on fait malgré tout de la BD, puisque de toute façon, l'art de la BD, c'est quand même d'enchaîner les cases, voilà, de faire une narration fluide. J'essaie toujours de me dire, voilà, un gamin qui va lire ça, qu'est-ce qui va lui plaire, c'est pour ça aussi j'aime bien, alors j'en mets pas trop quand même parce que c'est des petits, mais j'aime bien mettre des détails partout à droite à gauche. Quand on est gamin, en fait, on lit plein de fois un album. Donc on y revient, on le regarde et on découvre des nouvelles choses. Alors Myrmidon a la particularité d'avoir beaucoup d'imagination et la série se présente à chaque fois en pyjama. Et dès le début d'une série, il tombe, ou il découvre, ou il rencontre un costume. Il enfile ce costume et à partir du moment où il enfile ce costume, une aventure liée au costume démarre. Donc là, en l'occurrence, dans la première histoire, le Myrmidon est attaqué par des flèches, il se protège au sol et d'un coup, il y a un cheval qui sort du sol. Et là, le fait, visuellement, même moi, je me suis rendu compte de voir le cheval qui sort du sol alors qu'il n'est pas en couleur. Là, on se rend compte qu'on tout de suite, on rentre dans l'imaginaire de l'enfant. Et ça, c'était très utile pour les autres suites d'albums, c'est-à-dire qu'on peut... Enfin, il y a des dessins qui font assez peur quand même, je pense, pour les enfants dans Myrmidon. Et le fait qu'ils ne soient pas mis en couleur totalement permet d'avoir ce décalage et de se dire qu'on est dans l'imaginaire. Et du coup, on peut aller encore plus loin, je pense. En fait, j'adore le cinéma muet déjà au départ, en fait. Donc ça vient déjà de là. Et aussi de mes lectures enfants, donc mes lectures franco-belges, essentiellement Jean et Pierre-Louis, même Tintin. J'adorais démarrer souvent un album à n'importe quelle page et rentrer dans l'histoire automatiquement. Et ces albums-là, en fait, ils avaient cette force-là.
Et dans la BD muette, je retrouve un peu ça en fait, c'est-à-dire que l'histoire est racontée par le mouvement. L'éditeur qui a eu l'œil pour voir effectivement que certaines choses fonctionnaient pour nous adultes, mais qui pour un enfant de 2 ans ne pouvait paraître incompréhensible. L'exemple tout bête, Myrmidon arrive, il rentre dans la case et à la fin de l'album il sort de l'histoire en sortant de la case. J'avais présenté ça moi logiquement, l'avant-dernière case, il se dirige vers la sortie, c'est-à-dire vers le bord case, et la case suivante, il n'était plus là. Et là, l'éditeur a été pertinent en disant mais il a disparu. On ne le voit pas sortir de la case. Donc en fait, maintenant c'est devenu récurrent. À chaque fin d'album, on voit Myrmidon qui en fait est mangé par un bout de la case pour qu'on comprenne effectivement qu'il est en train de sortir du champ en fait. Anouki, c'est un petit Indien qui a un mauvais caractère en fait. Non, je suis pas d'accord. Il a du caractère. Non. En fait, Anouki, c'est un petit Indien dont le caractère est basé sur le caractère de Stéphane. Donc il a du caractère. Et qui passe son temps à avoir des problèmes avec les animaux. De cette problématique, il va apprendre quelque chose. C'est-à-dire que donc, en fonction des tomes, on va passer de la transmission à l'amitié, à la différence, à la peur de l'autre, voilà des thématiques importantes pour la jeunesse. Je trouve que dans les albums, au départ, dans les albums illustrés, il y a souvent trop de texte en fait. Plus exactement, il n'y a pas forcément un grand lien entre l'auteur et l'illustrateur dans les albums illustrés, et l'auteur a rarement l'occasion de reprendre son texte après que les illustrations ont été faites pour enlever tout ce qui ne sert pas. Et du coup, il y a pas mal de redondance souvent. Et du coup, comme je suis un peu parfois jusqu'au boutiste, je me suis dit, du coup, pourquoi est-ce qu'on mettrait du texte? On n'a pas besoin. Je crois que la première bande dessinée adulte que j'ai lue, c'est Silence de Comès. Et dans lequel il y a ces grandes séquences, et ça m'a marqué. Le travail sur la narration, c'est quand même le cœur de ce qu'on fait, et c'est ce dans quoi on prend du plaisir là, dans Anouki. Après, le gros avantage que j'ai moi à ce niveau-là, c'est que Stéphane, il a un âge mental de 5 ans à peu près. Donc du coup, j'ai un cobaye sur place, et des fois il me dit j'ai pas compris. Et là, je sais que, voilà. Donc je fais par rapport à ça. C'est difficile, mon métier avec lui. Je pense que je suis vraiment un enfant quand je dessine Polo. Ouais, je suis dans un état d'esprit où voilà, enfin je pense que je dois avoir 6 ans. Je crois que en fait, d'écrire pour les enfants, c'est aller rechercher sa propre enfance. Donc c'est beau. C'est vrai. Oui, quel est l'intérêt d'une BD sans texte pour les enfants justement? Je pense que c'est de pouvoir dire beaucoup, peut-être plus que quand il y a du texte. Donc ça, pour moi, j'ai l'impression que ça ouvre complètement en fait les histoires. Au départ, c'est quand même de leur donner envie de lire des BD plus tard, et surtout de leur faire travailler sur l'imaginaire en fait. Des gamins qui ont l'habitude de lire de la bande dessinée sans bulles auront à un moment donné envie de découvrir avec des bulles. Et puis après, il faudra le vérifier, mais est-ce que ça leur permet aussi de vouloir apprendre à lire plus vite parce que dès 3-4 ans, ils ont de la BD et ils veulent la découvrir? Un parent qui offre une bande dessinée à son enfant, il l'offre parfois avec cette idée derrière que la bande dessinée va lui permettre d'apprendre à lire. Et c'est étrange, mais la lecture de l'image n'est pas considérée comme une lecture à part entière. Donc tout le travail pédagogique qu'on a à faire de conviction, c'est de dire et de répéter. La lecture d'image est une lecture. Comprendre le monde, c'est comprendre des images. Et ces bandes dessinées-là, si les histoires sont intéressantes, sont aussi incroyablement passionnantes que peuvent l'être des histoires avec texte. Et en plus, elles permettent de développer l'imaginaire et de développer cette capacité à lier des choses. Là, toutes les études qui ont été faites sur le sujet le démontrent. Un enfant qui ouvre un livre ouvre toutes les sortes de livres. Voilà, Kaboom, c'est terminé. On se donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures. Ou si vous voulez revoir nos émissions, toutes les informations se trouvent ici. Petit poilu, je serai toi, je m'écarterai un peu. C'est pour les grands maintenant. Ciao tout le monde.